Steve Kivuata, cadre du Palu, bonsoir. Bonsoir, Charles. Merci à vous deux d'être venus. Nous commençons avec le professeur Chilumbu. Professeur Chilumbu, le dialogue, on en parlait depuis. Le président Tshisekedi, d'ailleurs, qui séjourne à Bruxelles, avait lui aussi émis les vœux qu'on puisse aller dans le sens de l'accord cadre d'Addis Abeba, avoir un dialogue afin de permettre à la classe politique de se mettre ensemble, pas comme dans le format, je veux préciser, actuel, mais pour discuter de beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, la présidence a accepté cette demande, si je puis dire, ou cette sollicitation de l'UDPS. Quelle analyse faites-vous de ce dialogue tel qu'il se présente pour le moment? D'abord, je tiens à vous remercier, Charlie, pour votre invitation. Je vous en prie. L'analyse que nous faisons, nous, à l'UDPS, c'est que d'abord, vous avez bien circonscrit votre question, que le dialogue selon l'accord cadre d'Addis Abeba, le dialogue selon la résolution 2098. Et ce dialogue-là que nous nous sommes inscrits, nous ne sommes pas demandeurs du dialogue. Nous avons dit qu'il serait souhaitable, au lieu chaque fois qu'après des élections, qu'il y ait des morts, parce que en amont, ces élections ont été mal préparées, en amont, la tricherie a été préparée. Serait-il possible, dans ce cadre-là, que l'opposition et la majorité, que nous puissions nous regarder en face et que nous puissions vider toutes les questions qui concernent les élections dans notre pays, en commençant par les élections de 2011. Pourquoi il y a eu cet imbroglio en 2011? Essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire avec la CENI. Est-ce que la CENI actuelle que nous avons peut-elle garantir des élections libres et transparentes qui ne débouchent pas à des morts des Congolais? Est-ce que le calendrier global que la CENI nous a présenté est-elle réaliste? Est-ce que le découpage qu'on a fait actuellement par le gouvernement Kabila, est-ce qu'il est opportun? Voilà une suite de questions que l'UDPS a accepté de débattre avec les autres Congolais. Même malheureusement, comme d'habitude, il y a eu une récupération politique de la part du président Joseph Kabila. Maintenant, on nous parle d'un dialogue made in Kabila. Et nous, l'UDPS, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Très bien. Professeur, le temps que j'écoute aussi, Steve, et vous, comment voyez-vous ces dialogues? Parce que finalement, à entendre beaucoup de ceux qui se sont présentés à la présidence de la République, on constate d'abord les confessions religieuses et les chefs coutumiers, apparemment, même quelques acteurs politiques qui ont été reçus. Tout le monde est d'accord qu'il faut aller au dialogue. En ce qui me concerne, le dialogue, je l'appréhende de deux manières. Premièrement, par rapport à l'absolu, et deuxièmement, par rapport à la pratique congolaise du dialogue. Dans l'absolu, nous considérons qu'on ne peut jamais exclure toute idée de dialogue. Parce que quand on dit qu'on est République démocratique du Congo, on suppose que la naissance de notre pays est assise sur un certain nombre de valeurs, entre autres de valeurs démocratiques. Donc il y a, entre l'opposition et la majorité, un certain nombre de points sur lesquels on ne peut jamais ne pas être d'accord. Nous devons toujours être d'accord sur un certain nombre de points. Un, le professeur Paul Chilumbu l'a dit, premièrement, ce sont les élections. En réalité, nous ne pouvons pas nous battre après que la CENI ou toute autre institution ait proclamé les résultats. Parce que les élections, ce n'est qu'un moyen pour le peuple de se choisir de dirigeants. Lorsque nous sommes encore à l'étape de nous battre sur la crédibilité et la transparence des élections, c'est très grave. En principe, on doit avoir un consensus sur les élections. Si l'UDPS considère que les élections passées ont été irrégulières, elle doit amener des propositions pour se dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les élections prochaines soient régulières et transparentes. Ou même, pourquoi ne pas aller juste à une idée, jusqu'à penser un jour au vote électronique?
et qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il faut sur le plan financier pour qu'on en arrive à avoir un vote électronique. Deuxième point sur lequel la majorité et l'opposition doivent en principe être d'accord dans une république, c'est sur l'armée. C'est sur le force de sécurité de manière générale, c'est-à-dire l'armée, la police et les services de renseignement. Il n'y a pas une armée pour M. Kabila et une autre armée pour M. Tshisekedi. Mêmement pour la police. De la même façon pour le service de renseignement. L'opposition ne devait pas craindre les services de renseignement. Mais aussi, en matière diplomatique, nous ne pouvions pas avoir deux visions de monde différentes, que l'on soit de la majorité ou dans l'opposition. Donc, dans un pays où l'opposition et la majorité donnent l'impression au peuple comme s'ils se sont entendus pour ne jamais s'entendre, l'idée d'un dialogue et d'un vrai dialogue, c'est quelque chose de bon. Et je pense que c'était même l'idée de l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que c'était dans le contexte de rébellion de l'Est. Les experts internationaux en matière de sécurité ont considéré que toutes ces guerres sont dues effectivement à un manque de climat des dialogues. Les dialogues dont on parle, ce n'est pas nécessairement en un instant qu'on devra le faire. On doit instaurer un climat des dialogues où la majorité et l'opposition ne doivent pas se considérer comme étant des ennemis politiques, mais tout simplement comme des adversaires politiques. Et le peuple, c'est lui le grand arbitre qui dit, maintenant je crois que c'est le Palou qui doit diriger, parce qu'il montre qu'il a des idées qu'il faut. Demain, c'est peut-être l'UDPS, et après-demain, c'est le PPRD. Donc nous devons revenir à cette politique qui doit être basée sur l'intérêt général et où on doit avoir nécessairement des points sur lesquels on doit s'entendre. Mais malheureusement, la pratique congolaise nous a habitués à des dialogues partage de gâteaux. C'est là où, effectivement, on s'est dit, on risquerait de faire un énième dialogue qui ne va rien apporter. Le peuple attend que les choses avancent. On n'est pas forcé, nous, Palou, d'être d'accord avec l'UDPS. On n'est pas forcé d'être d'accord avec le PPRD. Mais au moins, on doit être d'accord sur l'essentiel. Que c'est le peuple qui doit désigner ses représentants. Et lorsque le peuple désigne M. Paul Tshilombo comme étant président de la République, moi, Steve Kiwata, qui suis du Palou, je dois accepter parce que je sais que le peuple l'a décidé ainsi mais si vous considérez que la procédure suivie pour votre désignation ou pour la désignation est irrégulière, vous êtes en droit de protester. Nous devons faire de débat. Nous devons éviter la loi, justement. Voilà, éviter de faire de la contestation. En fait, dans une vraie politique, tous ces débats, lorsque vous voyez que les élections ont été irrégulières, il faut amener des propositions. Non pas seulement rester autour de personnes, dire que telle personne doit partir pour que les élections soient transparentes. Non, il faut parler en termes de réformes structurelles. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que, dès que M. Paul Tshilombo est passé président, que moi je puisse accepter? C'est ça qui pourrait constituer les thèmes d'un vrai dialogue. Alors, professeur, c'est vrai, vous avez considéré qu'il fallait se mettre d'accord autour de certaines valeurs, hein, comme vous avez dit, les processus électoraux, les découpages territoriaux, mais on reproche aussi à l'UDPS une sorte d'égocentrisme, parce que dans la proposition de l'UDPS, on trouve, vous donnez vous-même le format c'est 40 personnes, 20 du côté du pouvoir, 20 de votre côté, et votre côté, les gens seront derrière Tshisekedi. Vous savez que l'opposition est plurielle. Comment se fait-il que les autres leaders de l'opposition, les Caméré, les Fayoulou et consorts, viennent comme ça? Comment pourriez-vous les fédérer, déjà au niveau de l'opposition? Oui, merci. Merci pour votre question. Mais je crois que ça relève un peu de la maladie de l'opposition congolaise. Cette maladie qui consiste à croire que tout le monde est grand, tout le monde veut être le premier. Je dis vraiment, c'est une gangrène. Oui. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi de citer, c'est juste un exemple. Vital Kamerhe quitte le PPRD. Il vient dans l'opposition. Un mois après, il veut être le leader de l'opposition. C'est une maladie. Ça, c'est une maladie de l'opposition congolaise. Nous ne sommes pas en train de se disputer le leadership de l'opposition. Aujourd'hui, si nous sommes un peu modestes, je crois que personne
ne peut regarder Tshisekedi en face et dire que lui, il doit être devant et Tshisekedi doit le suivre derrière. On est en politique, il y a des Non, on est intérêts. en politique, on n'est pas en train de partager le gâteau. Oui. On est en train de parler Congo. On n'est pas, parce que la difficulté c'est quoi? Les gens se disputent pourquoi? C'est quand ils pensent que nous allons au dialogue, après le dialogue, il y aura un gouvernement, il y aura partage de gâteaux. Donc nous devons tous, dès le départ, se mettre sur le même pied d'égalité, pour après qu'on dise que non, il n'y a pas de plus grand parti, il n'y a pas de... Non, il ne s'agit pas de partage de gâteaux. Nous disons ceci, nous voulons parler élection, parler Congo, pour que demain, tous ceux qui prétendent être grands, lorsque nous irons aux élections, s'ils gagnent, qu'on ne triche pas, qu'on ne puisse pas leur voler leur victoire. Donc ici, il n'est pas question de dire que nous devons fédérer, mais nous allons fédérer les gens pour qui? Alors, pourquoi? professeur, pour ne... Que je termine, s'il Oui. vous plaît. Nous allons fédérer les gens pourquoi? Parce que chaque parti, je crois, a son cahier des charges. Nous allons nous mettre d'accord. Nous nous mettons d'accord sur l'essentiel. Et je suis sûr que cette fois-ci, si les Congolais se mettent ensemble, parler élection, parler nation, sans partage de gâteau, parce que ce qu'il faut, c'est le débat ici chez nous, et nous l'avons vu avec les concertations nationales, c'est quand on dit qu'après ces concertations, il y aura un gouvernement. Mais nous disons que nous ne sommes pas prêts à travailler avec M. Kabila. Nous ne sommes pas prêts d'entrer dans un quelconque gouvernement de transition, mais nous voulons tout simplement que les élections à venir ne soient plus une catastrophe comme en 2011. Alors, ça, c'est la démarche de l'UDPS. Justement, vous avez encore Ouais. la parole. Vous voulez parler de ces questions, mais est-ce que vous pensez que ces questions que vous ramenez sur la table aujourd'hui, vous pensez qu'elles n'ont pas été abordées lors des concertations nationales? Oui, Donc mais vous aviez c'est justement voulu- oui, mais c'est justement la différence. C'est pourquoi l'UDPS est en train d'insister sur l'accompagnement de la communauté internationale. L'UDPS ne croit pas en Joseph Kabila. Tous ceux qui sont allés aux concertations, aujourd'hui la plupart sont en train de se mordre les doigts. Sont en train de se mordre les doigts parce que le président Kabila ne respecte jamais ses engagements. Et rassurez-vous que le dialogue que lui, il est en train de convoquer maintenant, ne soyez pas naïfs, il a une idée derrière la tête. Il a une idée derrière la tête. Et pour lui, toutes les manœuvres qu'il est en train d'opérer, c'est de voir comment ne pas quitter le pouvoir en 2016. C'est tout ce qui le préoccupe. Ça, c'est c'est tout ce encore- que... Mais moi, je ça, ne parle... on risque de vous accuser de... Je crois déjà d'entrée de jeu, Allez-y, vous avez la parole, on risque de vous accuser de... Parce que moi, Je voudrais Oui, vous si dire vous avez une autre question. on risque de vous accuser de procès d'intention là parce que... Non, ce n'est pas un derrière- procès parce que nous l'avons vu organiser les concertations nationales. Attendez d'abord. Il ne les a pas respectés. Attends, je peux vous donner quelques exemples. Des résolutions de concertation. Lorsqu'il a dit dans lui-même, du haut de la chair, qu'après les concertations, le gouvernement va s'impliquer pour nos compatriotes qui sont à la CPI. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? On a ramassé Fidel Babala ici, comme un vulgaire monsieur, alors que c'est un député national élu. N'est-ce pas? Quand, après les concertations, nous n'avons pas vu les chaînes de télé, il a dit qu'il allait réouvrir les chaînes de télé, mais nous avons vu le signal de Canal qui a été fermé, la RTC a été fermée. Donc, il se prend lui-même à contre-pied de tout ce qu'il a dit devant la nation. Et nous, l'UDPS, nous n'avons pas foi en M. Kabila et en sa majorité. Nous n'avons pas foi. C'est pourquoi nous disons que nous voulons parler. Nous voulons parler, mais sous l'accompagnement de la communauté internationale. Mais pourquoi seulement la communauté internationale? Oui, mais parce que c'est l'arbitre neutre. M. Kabila lui-même, déjà, c'est un problème. C'est un problème. Aucun Congolais C'est ne peut lui jouer le rôle à d'arbitre. qui a profité le crime de 2011. Le crime électoral de 2011. Le crime électoral de 2011 a profité à M. Kabila et à sa majorité. Et vous voyez celui à qui le crime a profité venir jouer les bons offices ou venir jouer à l'arbitrage. Mais l'émissaire qu'il a envoyé, vous l'avez reçu quand même. Bien sûr. Ouais. Nous ne refusons jamais le dialogue. Si il veut, il a envoyé un émissaire. Nous l'avons reçu et nous lui avons envoyé notre cahier de charge. Notre cahier de charge est clair comme l'eau de roche. Merci, professeur. Alors, Je vous en prie. comment vous réalisez d'abord ce que le professeur dit? Mais aujourd'hui, on demande aussi, hein, ça c'est l'opposition républicaine qui dit, il y a eu plus de 600 recommandations qui reprennent en quelque sorte toutes les thématiques qui concernent la vie de la nation, la marche de la nation, que ce soit les élections, la gouvernance politique, économique et sociale. Les concertations nationales ont traité. Mais ce Kengo ou sa plateforme demande,
au lieu d'aller passer le temps, on n'a pas l'argent pour organiser des dialogues, il suffit seulement de mettre en pratique les résolutions de concertation nationale. Est-ce pas une bonne idée? Moi, je suis de ceux qui disaient que les concertations nationales étaient un fourre-tout. Parce qu'on ne doit pas s'y tromper. En principe, il y a des points sur lesquels majorité et opposition ne doivent pas s'entendre, sinon on serait dans le cadre d'un parti unique. Quand vous parlez de questions sur la décentralisation, le découpage, son opportunité ou pas, ça peut faire l'objet d'un débat politique. Peut-être que moi, étant de la majorité, je peux croire que c'est opportun. C'est vrai que ce n'est pas le cas. Je suis de ceux qui croient que si l'on veut y aller, il faut au préalable à commencer par la décentralisation politique effective, ou soit quand on y va, il faut d'abord donner la substance à ces découpages. Je suis de ceux-là. Mais il y a des points sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Or, dans les concertations nationales, on a mélangé un peu de tout. De points sur lesquels, forcément, les gens, à un certain moment, n'allaient pas appliquer parce qu'ils ne sont pas de cet avis-là, ils ne sont pas dans cette vision-là. Moi, je me répète en disant que les dialogues, ça doit porter sur des points essentiels de la République, sur des points où nous devons nécessairement être d'accord, sinon nous ne serions pas dans une République. Je vous ai parlé des élections, je vous ai parlé de la neutralité de forces de sécurité, et je vous ai parlé de la vision en matière diplomatique. Mais quand même, Osengo, pour ne pas vous couper, au sortir de la réception, la présidence a dit, le président veut bien le dialogue, mais il faut qu'ils disent aux gens sur quoi on doit dialoguer. Est-ce que même, apparemment, même les gens qui vont là-bas ne savent pas qu'est-ce qui va se dire dans le dialogue? C'est ça qui est assez bizarre. Moi, je pense que peut-être le président, en tant que garant de la nation, on pouvait concevoir qu'il initie les dialogues, mais même là, lui aussi, il aurait pu mettre sur la table un certain nombre de points. Le point essentiel sur la République, parce qu'il est garant de la nation. Il est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Dans ces sens-là, il pouvait mettre sur la table le point sur lequel je suis en train de parler. Mais aussi, ceux qui sont en train de venir ne pouvaient pas aussi venir main vide. Je suis au moins très content quand M. Paul Tshilombo dit que l'UDPS avait quand même proposé un cahier des charges. C'est ça, être républicain. Sauf qu'il ne faut pas confondre. Est-ce que la suspension des émissions d'une chaîne, ça devrait être de la compétence du président de la République? Est-ce qu'on est allé en justice, on a épuisé toute le voie des recours? Nous ne devons pas aussi fonctionner dans un pays où on ignore la loi. Est-ce que l'on a entamé les procédures qu'il faut? Quels sont les problèmes en jeu? Est-ce que c'était essentiellement un problème politique? À un certain moment, on ne doit pas tout politiser. Hein, sinon, on ira à côté de l'essentiel. Chacun ira réclamer. Peut-être que quelqu'un d'autre ira dire que moi, je suis opposant, je n'ai pas de maison. Donc, il faut qu'on se dise qu'il y a deux points sur lesquels la République doit nécessairement se mettre d'accord. Là où, effectivement, je demanderai à l'UDPS, c'est un grand parti. Quand on parle de l'irrégularité des élections, l'UDPS peut mettre deux points essentiels sur l'irrégularité des élections. Par exemple, le fait qu'ils n'ont pas pu avoir de PV, nous faire de propositions sur comment est-ce que tout parti politique, lors des élections, pourrait, à travers ces témoins, avoir tous les PV. Ça c'est déjà une des solutions majeures. Parce que l'UDPS n'a pas pu effectivement aller à la Cour suprême parce qu'il n'avait pas de preuves. Vous évoquez un point très essentiel. Le parti politique, notamment le groupe de l'UNC, SID et les autres, qui n'ont pas, qui ont rejeté l'offre, en fait, disent qu'ils préfèrent négocier avec le gouvernement et la CENI sur la tenue des élections que d'aller passer le temps dans un dialogue qui risque de nous amener là où on ne connaît pas la destination dont on ne connaît pas. Mais moi, comme je vous dis, l'essentiel est qu'ils rédigent un cahier des charges sérieux. Un cahier des charges où il y a essentiellement de... Parce qu'en fait, le problème avec la politique congolaise, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, les politiciens se moquent du peuple. Généralement, pourquoi de telles déclarations, il faut nécessairement que ça passe à la télé? C'est juste pour se faire un peu de la célébrité. Si réellement on est sérieux, je pense qu'il y a des points sur lesquels nous devons nécessairement être d'accord. Nous ne devons pas voir la tête du président Kabila. Je ne sais pas si la communauté internationale venait, c'est vraiment un point essentiel. Je pense que dans les ateliers du Palou, on a pu démontrer que les gens qui ne sont pas de même tendance peuvent venir sur une même tribune dire des choses divergentes sans pour autant qu'ils puissent aller dans des voies de fait. Je pense qu'on doit aller vers
dans cette lignée-là. Mais selon la culture congolaise, c'est possible. Mais malheureusement, c'est ça les problèmes. D'où on en appelle. On ne peut pas être, malheureusement, être fataliste, dire que ça ne marchera pas toujours. C'est vrai qu'on a des appréhensions. Mais quand on dit que le dialogue dans le sens congolais, c'est partage gâteau, c'est pour interpeller ces gens. C'est pour qu'ils sachent que ça, c'est d'ailleurs la voix du peuple. Parce que le peuple dit, je n'ai pas besoin de ces dialogues. D'où le politicien doivent savoir qu'ils ne doivent pas être distraits. Très bien. Quand ils ne réussiront pas, ils doivent savoir qu'ils auront le peuple derrière eux. Très bien. Oui, professeur, sa conclusion, c'est là la crainte. Dans l'opinion, beaucoup pensent que c'est un dialogue de trop. Quand on parle de tout ce qu'on a eu par le passé, Antananarive, Coquillatville, CNS, CNS, concertation, conclave de l'Ovanium, ainsi de suite, on dit que c'est trop. Vous allez dans une salle, les gens mangent, ils ont des perdièmes. Quand ils sortent, c'est comme disait le professeur Vondouaoué, les conclusions restent à la porte du palais du peuple. Alors, ça servira à quoi, au lieu que vous puissiez vous préparer à aller aux élections, d'aller vous asseoir dans une salle avec les autres? Oui, je vais vous Et dire, les conclusions de ces assises, qui vont les appliquer? Oui, je vais dire une chose. Dans une république, il ne faut jamais vous fatiguer de vous parler. Oui. Steve, je crois, dans son introduction, il a parlé de l'absolu du dialogue. Oui. Ça veut dire que le jour où nous allons arrêter de nous parler, nous prendrons des armes. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est la seule alternative. Lorsque je ne suis pas d'accord avec la manière, comme Steve est en train de dire qu'il faut savoir, par exemple, il a pris l'exemple sur la fermeture des chaînes, qu'il faut respecter la loi, et je ne vois pas comment c'est le président de la République qui doit promettre d'ouvrir aussi les autres chaînes qui ont été fermées. Vous comprenez? C'est une contradiction des deux. Tout le peuple congolais sait que ces chaînes ont été fermées parce qu'ils ont diffusé le message de l'opposition pour les marches et les manifestations du mois de janvier. Ce n'est un secret pour personne. Je ferme la parenthèse. Je vais dire seulement ceci. Nous devons continuer à nous regarder en face et à parler. Vous savez, nous sommes dans un parti non violent. Il y a eu plusieurs fois, nous avons été tentés. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sand City, où il suffisait de tuer les Congolais et d'avoir une portion de terre pour être vice-ministre ici. Où il suffisait d'enterrer les femmes congolaises vivantes, n'est-ce pas? Et de prétendre devenir vice-président parce que vous avez tué le plus grand nombre de Congolais. Nous nous sommes dit que nous sommes un parti non violent. Comme nous sommes un parti non violent, nous n'avons pas d'autre alternative que de parler. Mais de parler de quoi? Nous n'arrêterons pas de le répéter, que nous inscrivons, et nous n'allons jamais nous inscrire plutôt, dans une démarche de partage de gâteaux. Et c'est cette démarche de partage de gâteaux qui force tous les dialogues que nous avons eus. Tous les dialogues. Nous n'avons pas besoin de perdièmes. Ceux qui avaient besoin de perdièmes et d'aller au gouvernement, ils sont allés aux concertations nationales. Même si beaucoup se dédisent aujourd'hui, mais ils savaient parce qu'on leur avait promis il y avait un perdième de $450 par jour. Ils ont accouru. Quand quelqu'un a dit qu'il y aura un gouvernement, ils ont accouru. Mais vous n'avez pas vu l'ombre de lui dépasser là-bas. Parce que dans notre démarche républicaine, ce qui nous importe, nous, c'est le Congo, l'amour du Congo et l'amour des Congolais, qui est notre credo. Parce que, pourquoi nous sommes entrés dans une culture de la banalisation de la mort des Congolais? Quand les Congolais meurent, par exemple, au mois de janvier, on vous parle de 43, on vous parle de... Bon, certaines sources disent, le gouvernement dit c'est 23. Mais 23 personnes, vous vous imaginez? Quand il y a 2 Français qui meurent, c'est un deuil national. Le président français est prêt à se déplacer, aller jusqu'au Mali, pour qu'on puisse libérer un seul Malien. Mais chez nous, un seul Français plutôt. Mais chez nous, on paralyse la mort des Congolais. Nous disons ceci, que nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque fois quand il y a élection au Congo, qu'il n'y ait plus de morts? Je vais vous rappeler une chose, et c'est très important. En 2011, je vous dis sincèrement que le président Tshisekedi a sauvé ce pays d'une hécatombe. Vous vous imaginez le jour où on a proclamé les résultats par Ngoï Mulunda. Si ce jour-là, parce que Kinshasa était déjà en ébullition, vous ne savez pas combien de missions diplomatiques
on fait des tours à limiter. Si le président Tshisekedi avait dit seulement que Congolais, on a volé votre victoire, allons prendre la présidence, vous savez ce qui allait arriver. Et ne pensez pas que nous, l'UDPS, nous sommes encore prêts à accepter qu'on puisse encore nous voler notre victoire. Là, nous disons non. C'est pourquoi nous disons qu'il est important. Parce qu'ici, on a posé par exemple le problème des preuves. Je vais vous dire ceci. Prenez les meilleurs carnets de vote où on écrit le PV. Ne peuvent donner que 5 copies. Je dis 5. Oui. 5 copies. Imaginez-vous dans une circonscription où nous sommes à 800 candidats, où il y a par exemple 450 partis politiques. On prend une copie, on affiche. On prend une copie, on envoie à la CENI. On prend une copie, je crois, on envoie au ministère de l'Intérieur, je crois, si je ne me trompe pas. Vous restez avec 2 copies. Vous êtes 450 partis politiques, n'est-ce pas? Vous êtes à 800 candidats parce qu'il y a des indépendants, il y a des regroupements. Et lorsque vous allez à la Cour suprême de justice, on vous dit que non, amenez des preuves. Mais comment déjà à la base, en amont déjà, il y a un problème. Et cela a été fait à dessein pour que ceux qui voudront contester après n'aient pas les preuves. Vous comprenez? Et nous, nous disons que toutes ces questions-là doivent être débattues. Nous devons en parler. Mais si nous voulons la paix sociale, nous devons en parler. De sorte que demain, tous ceux, par exemple, on peut dire que la copie, si je me sens lésé, je vais à la Cour suprême de justice, la CENI doit être obligée de présenter la copie qu'on lui a réservée. Au lieu de dire qu'amener des preuves qu'eux-mêmes ne donnent pas aux partis politiques, nous, aux candidats indépendants. Mais en droit, il appartient à celui qui accuse d'amener la preuve. Hein. Non, on n'est pas en droit ici. On est en matière électorale. Vous n'allez pas on est en... Non. On n'accuse pas. On n'accuse pas. On dit ceci. Les partis politiques ont droit d'avoir les copies de PV. Oui. C'est un droit. On n'accuse personne. C'est un droit. Et quand je conteste, je ne conteste pas la CENI. Parce qu'en fait, celui qui est bénéficiaire de la tricherie, ce n'est pas la CENI. Ce sont mes concurrents. Ce sont mes concurrents. Et moi, quand je dis que moi, je suis convaincu comme moi, dans la Tchangou, que je suis le meilleur candidat, j'ai été le meilleur élu de la Tchangou, on me dit brandissez le preuve, mais je n'en ai pas. Très bien. Et alors, ça, ce sont des choses... Ce sont des problèmes que nous estimons que nous pouvons mettre sur table. Essayez de résoudre ces questions. Mais le temps, professeur. Mais nous avons dit, l'UDPS a proposé 7 jours. On ne voit pas pourquoi on va parler plus de 7 jours. L'UDPS a dit, nous faisons un format. Tous ceux qui veulent être bons, on peut prendre tous les leaders de l'opposition. On prend Kamere, Fayoulou, tous ces gens-là. Bon, 20 personnes, venez. On se met autour d'une table. Le président Kabila, prenez les gens de Palou, de Arc et tout ça. On se met, voilà. Quel est le cahier des charges? On parle uniquement des questions électorales. Uniquement. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain, nous ayons des élections crédibles et apaisées. Des élections transparentes. On en discute, on conclut, on se met d'accord, on fait ces propositions à la CENI, et demain, nous allons aux élections en toute quiétude. Très bien. C'est tout ce que nous voulons. Le débat, c'est celui-là. Le débat, c'est celui-là. On va avancer, Steve Kivota. Un autre débat, normalement au 30 juin, on doit avoir... le 26 provinces, parce que c'est au mois d'avril qu'on avait promulgué la loi sur l'installation de nouvelles provinces et qui amènera le pays de 11 en 26 provinces. Et il s'est fait qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour pouvoir donner, en fait, analyser cette perspective, avec beaucoup de doutes pour certains, avec beaucoup de propositions pour d'autres. C'est le cas du député Mozito qui a commencé depuis un certain moment à publier des tribunes qui sont en fait analysées dans les salons politiques dans un sens comme dans un autre. La première tribune, c'est la République démocratique du Congo, un État sans province. Et vous êtes cadre du PALU, on sait quel est votre point de vue par rapport à cela, mais le Premier ministre a subi aussi beaucoup de critiques de la part de ceux qui le disent. Mais pourquoi il n'a vu ça que maintenant? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi le Premier ministre peut être pessimiste devant cette perspective d'aller en 26 provinces? Il n'est pas pessimiste. Il est tout simplement en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce que moi, je me dis, je prends un exemple simple. Vous savez, quand vous êtes sur un boulevard, il y a plusieurs véhicules et que ça peut occasionner l'embouteillage.
lorsque chacun accepte de respecter la loi comme il faut, les règles de conduite, le code de la route, eh bien, vous irez lentement, mais sûrement. Mais lorsque on veut prendre, dévier, on ne veut pas respecter le code de la route, on ne veut pas respecter la ligne de conduite telle que tracée, eh bien, nous devons savoir qu'on ne saura pas aller, tout le monde va être bloqué. Et c'est ça, au fait, ce que lui, il est en train de dire. Si, effectivement, il a commencé à le dire 3 ans après, c'est parce qu'il a été Premier ministre. Quand on est Premier ministre, on ne parle pas, on agit. Et effectivement, il a agi quand il était Premier ministre. Et quand vous n'êtes plus Premier ministre, vous devez quand même avoir, vous avez un droit de réserve pendant un certain nombre de temps. Et il a pu laisser 3 ans pour commencer à parler en politique et pour démontrer effectivement qu'on est en train de s'écarter plus ou moins de la ligne. Et il a parlé de 4 tribunes. Et moi, je pourrais résumer les 4 tribunes par rapport à une vision de développer la République démocratique du Congo à partir de nos 26 provinces. Disons, la ville de Kinshasa, plus le futur 25 provinces. Mais il commence par dire que la RDC est un État sans province, pour démontrer que la substance pour la gestion de nos provinces, nos 26, qui représentent plus ou moins chacune, en termes de superficie de la population, 2 fois le Rwanda, il faudra donner à ces provinces de la substance. La substance, c'est quoi? C'est la décentralisation politique. Selon la Constitution, nos provinces doivent, en principe, recevoir tout le pouvoir en matière de la santé, du secteur de la santé, du secteur de l'agriculture, du secteur des affaires coutumières et du secteur de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Mais malheureusement, jusqu'à ces jours, par exemple, les provinces fonctionnent avec des administrations du pouvoir central. Ils travaillent avec des divisions urbaines de ministères centraux. Ils devaient investir dans ces secteurs-là. La construction des écoles, la construction de routes et dessertes agricoles, même le champ, ça devait être la compétence des provinces. Or, ce n'est pas effectif. Et de l'autre côté, en termes des ressources, les 40% des rétrocessions que les provinces devaient avoir, l'honorable Mouzito lui-même, il reconnaît qu'il donnait 6% aux provinces au lieu des 40%. Mais à l'époque, les contextes, c'était les contextes de la dette. On devait payer 59 millions de dollars chaque mois comme service de la dette. Mais aujourd'hui, pendant qu'on n'a presque pas de dette à payer, on ne donne que 4%, on est descendu plus bas. Donc, c'est ces problèmes-là de la substance. Il dit que découper, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est constitutionnel. Ça serait d'ailleurs une bonne chose, comme ça on aura de provinces en termes de superficie beaucoup plus réduites pour gérer. Les administrateurs vont se rapprocher des administrés, mais il dit, quand les administrateurs se rapprochent des administrés, il faut qu'ils aient tout le pouvoir, il faut qu'ils aient toutes les ressources pour résoudre les problèmes de la population. Alors, d'où c'est plus important, si je peux directement brosser pour... non, on va y revenir le temps que le prof réagisse un peu, parce que, professeur, vous êtes politique, vous êtes aussi intellectuel. Vous avez lu, c'est vrai que ça fait un grand débat, c'est plus un secret. Beaucoup de gens ont lu, il y en a qui critiquent positivement ou négativement. Vous, personnellement, quelle est votre lecture de cette initiative? Oui, bon, d'abord, je vous dirais sincèrement, je suis très mal à l'aise. J'aurais aimé connaître suffisamment de temps pour qu'on en parle. Hein. Je suis très mal à l'aise avec les tribunes d'Adolphe Mouzito. Oui. Parce que je veux comprendre une chose. D'abord, sur la forme. Mouzito et le Palou ont fait une coalition avec le PPRD et les autres. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, Oui. le Palou est dans la majorité présidentielle. Oui. Pourquoi ce débat qu'il met sur la place publique aujourd'hui, ils ne le font pas au sein de la majorité présidentielle? Ça, c'est la première chose. Des deux, jusqu'à aujourd'hui, le Palou est au gouvernement. Si le Palou, sincèrement, pense qu'il n'est pas d'accord avec la manière de gestion de Matata, mais que le Palou... Attention, excusez, professeur. Que j'arrive. Non, non, je voudrais que vous parle, puissiez dissocier Mouzito du Palou. Je parle de la forme. Mouzito les signe à son nom personnel. Hein. Oui, il n'y a pas de problème, mais je vous dis que c'est le Palou. Oui. Moi, je vous dis que c'est le Palou. Mouzito, ça, ce sont des réflexions de nos amis. Je ne dis pas que c'est mauvais de réfléchir. J'ai suivi leurs ateliers, d'ailleurs, je les félicite. C'était vraiment enrichissant. Oui. Mais maintenant, le problème, parce que Mouzito, en tant qu'individu, mais Mouzito a été
cadre du PALU, il a été Premier ministre, il a été en tant que PALU. Oui. Et les critiques qu'il est en train de faire, nous ne pouvons pas les dissocier du PALU. En tout cas, dans mon entendement, Oui. c'est comme ça. D'abord, ça c'est sur la forme. Moi, je suis très mal à l'aise parce que quelqu'un lui-même qui a été aux commandes, n'est-ce pas? Nous savons ce que le Congo a subi pendant la période de Mouzito. Moi, personnellement, je pense que ce sont des bonnes réflexions. Et d'ailleurs, même les propositions, les solutions ne sont pas idoines. On peut en discuter. Mais nous prenons cela pour une diversion. Pourquoi nous prenons cela pour une diversion? Parce qu'après 10 ans, presque 10 ans de gestion de la République, nous sommes à la veille des élections. Ce que nous, Congolais, nous les acteurs politiques, que nous attendons aujourd'hui, c'est le bilan du PALU, le bilan de la majorité présidentielle. Comment ils ont géré le pays aujourd'hui? Vous comprenez? En lançant ces débats, c'est bien, mais nous prenons ça pour une diversion. Nous voulons aujourd'hui que le Premier ministre Mouzito nous dise qu'il a géré le pays pendant 5 ans, et c'était la période de 5 chantiers. Quel a été l'indice de développement humain quand il a quitté le pouvoir? Là, le Premier ministre Mouzito a construit combien d'écoles? Il a construit combien d'hôpitaux? Le salaire des fonctionnaires, il les a parce qu'ils sont de gauche comme nous. Vous voyez les débats qui nous intéressent. Mais s'ils veulent, par exemple, que nous puissions parler des questions, il y a une autre tribune, encore pire encore, ils disent que la RDC est un État sous-endetté. Oui. Donc, ils soutiennent qu'effectivement, il faut que nous allions chercher l'argent ailleurs pour venir investir. Mais Adolphe Mouzito, c'est qu'il ignore parce que lui, il dit que nous avons atteint le point d'achèvement. La RDC a été un pays pauvre et très endetté. Oui. N'est-ce pas? Nous avons été pauvres et très endettés. Comment pouvez-vous aujourd'hui dire aux Congolais que le surendettement, ou si nous allons nous endetter, ça va suffire pour résoudre le problème des Congolais? Nous disons c'est faux. Attendez. S'il vous plaît, je termine. C'est très important parce que si je ne dis pas c'est le reste, on ne va pas me comprendre. Nous disons ceci. Le PALU est en train d'éluder le vrai problème. Le vrai problème du Congo est celui-ci. C'est d'abord, le problème de la bonne gouvernance. Ça, c'est un. De deux, le vrai problème du Congo, c'est quoi? Le problème de la corruption. De trois, le problème du Congo, c'est le problème de l'impunité. Ça, ce sont des vraies questions sur lesquelles nous pouvons débattre. Vous comprenez? Oui. Je vais vous donner juste un exemple. Nous avons suivi un séminaire sur le coulage des recettes ici. Mais on vous dit que dans ce pays, chaque année, l'État perd entre 20 à 25 milliards de dollars. N'est-ce pas? Nous l'avons suivi. La corruption, vous avez suivi, comme nous, vous êtes intellectuels. La revue Forbes l'a écrit. Le premier d'entre nous a autour de 15 milliards de dollars. N'est-ce pas? Et vous étiez encore Premier ministre, vous avez suivi l'affaire Gécamine KCC. Quand Gécamine a vendu les actions à KCC à autour de 200 millions de dollars, quelques jours après, KCC a vendu ces mêmes actions à 1 milliard 200 millions. Vous comprenez? Si nous regardons tout cela, nous disons qu'il y a l'argent dans ce pays. La majorité présidentielle, tels qu'ils sont là, à eux seuls, l'argent qu'ils ont détourné dans ce pays peut représenter 4 à 5 fois le budget du Congo. Donnez, il a beaucoup parlé. Il y a deux points. Oui, il y a deux. Bien sûr. Oui, je commencerai d'abord par apaiser les professeurs. C'est un intellectuel. Je pense qu'il est professeur d'université. Je ne pensais pas que c'est lui qui allait me demander les bilans du PALU parce que quand le PALU gérait le pays, 40% du budget était consacré au salaire et les professeurs d'université ont vu leur salaire partir de 50 $ à 1000 $. Donc aujourd'hui, les professeurs Paul Tshilumbu est un des bénéficiaires du bilan du PALU. Mais aussi, quand le PALU était au pouvoir, on a dû atteindre les points d'achèvement. Mais pour atteindre, on devait respecter un certain nombre de conditionnalités. Entre autres, la stabilité macroéconomique qui a été atteinte, ce qui a permis effectivement à la Banque mondiale de nous accorder effectivement l'annulation de 90% de notre dette extérieure. Aujourd'hui, on est à 5 milliards de dollars. Voilà de réalisation. Peut-être qu'on aura un jour à nous y... voilà, une émission beaucoup plus élaborée. Mais par rapport effectivement à la vision, aux différentes tribunes, bon, je voudrais effectivement, comme Charlie a dit, que l'on puisse dissocier l'honorable Mouzito
du Palou, parce que lui, en tant qu'un intellectuel, nous devons savoir qu'en tant qu'élite, nous avons une mission. Et moi, à chaque fois que l'on parle de ces tribunes, beaucoup de gens sont très contents parce que, au moins, le vrai problème de la République aujourd'hui sont à la portée du peuple congolais. Le peuple congolais sait savoir c'est quoi la stabilité macroéconomique, pourquoi ça n'impacte pas sur le vécu quotidien de la population, c'est très important. Mais nous ne devons pas éluder le fait que, quand j'entendais le professeur Chilombo dire... Est-ce que vous pouvez répondre, le professeur dit, comment vous voulez aujourd'hui demander que le pays soit surendetté alors qu'il sort à peine d'un endettement qui faisait de lui un pays très pauvre et très très endetté? Oui, une telle chose, le professeur ne devait pas le dire aux gens qui ont désendetté l'État. Parce qu'effectivement, c'est Mobutu qui a endetté l'État, qui a surendetté l'État. Mais le problème avec le dictateur Mobutu, c'est quoi? C'était la mauvaise utilisation des ressources qu'il obtenait auprès de partenaires. La mauvaise gouvernance, effectivement. Mais effectivement, non, nous ne devons pas être pessimistes. Nous, quand on parle de mobilisation des ressources, nous avions établi des secteurs dans lesquels nous devons investir pour mobiliser d'abord les ressources au préalable. On a parlé de chemin de fer, on a parlé de route. On a 80% de notre population qui fait les champs à l'intérieur du pays. Et ils ne savent pas comment écouler leurs marchandises. D'où nous disons, si on mobilise les ressources, il y a plus ou moins 110 milliards de dollars à mobiliser pour construire les chemins de fer, pour créer les voies de navigation. Aujourd'hui, ITB Kokolo ne sait pas arriver à Kisangani. Et arriver à construire les aéroports, c'est ce qui va permettre à ce que l'on puisse créer une économie nationale, parce que nous n'en avons pas. Nos provinces ne sont pas interconnectées entre elles. Mais effectivement, nous ne disons, il faut que le professeur sache que aujourd'hui, les pays les plus riches du monde, c'est aussi les pays les plus endettés du monde. Les États-Unis, qui a un PIB de 16 000 milliards, a une dette de 17 000 milliards. Au fait, c'est les pays les plus surendettés. Donc le surendettement n'est pas une mauvaise chose. Tout simplement, il faut savoir où vous devez mettre l'argent. Ce n'est pas dans les éléphants blancs. Est-ce que vous savez que les États-Unis n'ont pas honte d'en emprunter auprès d'autres États? 4 000 milliards de la dette des États-Unis, il l'a contracté auprès de la Chine. Si la RDC avait de fonds à prêter, vous devez savoir que les États-Unis allaient emprunter auprès de la République démocratique du Congo. Donc, l'endettement, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous ne voulons pas que l'État congolais puisse s'endetter en investissant dans les éléphants blancs. Mais c'est ainsi d'ailleurs que nous disons, en dehors de ressources qu'on pourra mobiliser auprès du FMI de la Banque mondiale, nous avons des partenaires chinois. Nous avons la BAD. Nous avons aussi nos entreprises publiques qui sont les entreprises structurantes. Mieux vaut que l'État ait 30% dans les entreprises publiques, mais qui lui permettent de gagner 4 milliards de dividendes, que d'avoir le 100% dans des entreprises qui sont plus ou moins en faillite. Merci, il faut que le prof réagisse rapidement. Oui, je veux simplement réagir. Je veux bien qu'on puisse se comprendre. Oui. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'endetter. Oui, je dis que le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance. Si déjà ici chez nous, l'argent que nous dilapidons, nous Congolais, ça peut avoisiner 40 milliards de dollars là, pourquoi voudriez-vous que nous allons chercher l'argent ailleurs? C'est pourquoi nous, à l'UDPS, nous posons d'abord le problème de gouvernance comme le premier problème. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un parent qui touche 1000 dollars, par exemple. Il dilapide ces 1000 dollars dans l'alcool, dans les prostituées et la musique, par exemple. Il ne paye pas les minervales des enfants, il ne paye pas, il ne prend pas sa famille en charge, mais ce papa-là prétend que pour mieux prendre en charge sa famille, il faut que la banque lui prête 20 000 dollars. Quand la banque va lui prêter 20 000 dollars, à ce moment-là, il va bien prendre en charge sa famille. C'est irrationnel. Nous disons ceci. Le débat que vous posez, ce sont des vrais débats, mais les solutions que vous proposez ne sont pas idoines. Elles ne sont pas idoines. Pourquoi? Parce que vous avez été aux commandes de ce pays. Vous savez que pendant la période du Premier ministre Muzito, c'est la période où on a signé tous les contrats léonais dans ce pays. Vous savez combien l'État a perdu avec les contrats léonais, par exemple. Donc, pourquoi voudriez-vous aller chercher l'argent ailleurs et nous allons rembourser cet argent-là avec des intérêts, alors que l'argent, le peu d'argent que nous possédons ici, nous le dilapidons en
l'évoluant chaque jour. C'est ça que nous disons. Merci. Que je voudrais réagir un peu Je sens que le débat- rapidement, parce qu'il a parlé des contrats Léonel, ça c'est grave. Oui. Moi je pensais que quand le Palu est entré au gouvernement, on a commencé à parler de la révisitation La révision du contrat, de oui. contrats miniers. Oui. Je ne pense pas qu'on devra situer Merci. la signature de contrats Merci à vous deux. Léonel Merci à vous lors deux. de la Je gestion crois par le que Palu. je prends rendez-vous avec vous deux pour une prochaine émission. Comme ça, on va parler essentiellement de cette question. Je sens que vous avez l'un et l'autre vraiment des arguments à faire valoir. Mesdames et messieurs, le temps, c'est le temps. On a terminé là.